Bonsoir, on arrive à la troisième partie de cette intervention sur l'article du Courrier international intitulé « Car Internet sera chinois » du 27 mars dernier, Financial Times, et un article très intéressant intitulé « Car Internet sera chinois ». Je voulais lire en introduction à la première partie cette réflexion. Le mal a déjà perdu. Il perd à chaque instant, alors que le bien est vainqueur dans son royaume de toute éternité, avec l'amour, la vérité, la liberté. On pourrait ajouter la beauté. La question est, sur la terre, que va-t-il se passer, puisque le Christ, on le voit dans l'épreuve dans le désert, dit que le monde a été donné au mal. Et du coup, qu'en sera-t-il, sachant que, aussi dans les enseignements du Christ, et comme dans toutes les grandes religions et les mythologies, il y a aussi une intervention des forces du bien à la fin. Si on prend le mal, et qu'on le lit à l'envers, ça fait l'âme, et en arabe, el mal, ça veut dire l'argent. Et par contre, à l'envers, ça fait Amel. Amel, c'est l'espoir. Et alors, pour, entre guillemets, justifier cette irruption du religieux dans cette intervention sur Internet, alors, on parle aussi beaucoup depuis en gros une quinzaine d'années du retour du religieux. Certains ça m'offusque, comme de nouvel obscurantisme, un retour en arrière. Mais en fait, ce sont les plus éclairés de nos scientifiques, des physiciens, des biologistes, des astrophysiciens, qui sont les premiers aujourd'hui à parler de cette intelligence, de cette nature intelligente, oui, et libre, et toujours créatrice, qui habite l'infiniment petit, l'infiniment grand et l'humain, à la rencontre des deux. Donc aujourd'hui, l'obscurantisme est plutôt chez ceux qui voudraient maintenir la science dans le positivisme du XIXe siècle, et finalement nous amener vers le transhumanisme, vers le virtuel, le numérique, parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient une âme connectée au cosmos et à toutes les créatures. Pour finir, donc, des citations de l'article. Par rapport, alors on peut se demander c'est quoi le calendrier, quand est-ce qu'il va y avoir cet Internet totalement contrôlé, si les nations l'acceptent, ou plutôt si leurs institutions, leurs représentants l'acceptent, parce qu'on sait qu'évidemment, que ce soit les décisions de l'OMC, des transports, des législations, en fait, elles sont prises en Europe par des commissions qui ne sont pas élues, à commencer par la Commission européenne. L'article dit ceci: pour persuader l'Union internationale des télécommunications d'approuver le projet avant la fin de l'année, et ainsi ouvrir la voie à l'étape de la normalisation, les délégués doivent d'abord parvenir à un consensus interne, sanctionné par une majorité relative. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, la proposition sera soumise à un vote à huis clos, réservé aux seuls pays membres qui n'auront pas forcément à tenir compte des positions du secteur, c'est-à-dire des gens concernés par Internet, et de la société civile, bien évidemment, et sûrement pas plus des représentants de la population. Ce calendrier serré inquiète particulièrement les délégations occidentales, et plusieurs voix se sont élevées pour demander de ralentir le processus. Dans sa réponse officielle transmise au Financial Times par plusieurs sources, un délégué néerlandais rappelle que, ouvrez les guillemets, le caractère ouvert et souple d'Internet, fermez les guillemets, dans sa structure comme dans son mode de gouvernance, est indissociable de son succès, et se dit très inquiet à l'idée que ce nouveau modèle s'écarte de cette philosophie. Dans un commentaire cinglant également communiqué à notre rédaction, un délégué britannique renchérit absolument
rien ne démontre que des justifications techniques rigoureuses aient été avancées pour prendre une mesure aussi radicale. L'article donne une citation de Niels ten Oever, O-E-V-E-R, ex-délégué néerlandais à l'Union internationale des télécommunications de Genève. Il dit ceci: la gouvernance actuelle d'Internet ne marche pas, il y a de la place pour un autre modèle. Alors on peut se poser la question pourquoi ça ne marche pas, parce qu'effectivement il y a des tas de choses qui ne marchent pas, ou malheureusement qui marchent trop bien sur Internet, ce qui fait que c'est un poids écologique colossal. Il faut, bon, je ne sais pas combien de centrales nucléaires pour des choses complètement futiles, hein. Je pense à toute l'utilisation de Facebook de façon narcissique ou violente, hein. Le bashing, le fait d'humilier des personnes jusqu'à les pousser au suicide, les jeux, et puis toutes ces commandes Internet qui font fonctionner les transports, qui ruinent l'économie locale et qui enrichissent des géants comme Amazon ou Alibaba. Et puis, bien sûr, le Deep Internet, là où on achète des armes, du sexe, enfin, des choses, voilà, de la drogue et toutes les choses en fait qui ravagent la population, qui ne sont pas du tout de l'ordre du démocratique, mais de l'exercice de la force la plus brutale achetée par l'argent. Donc bien sûr, il y a des choses qui sont à régulariser sur Internet, il y a des choses qui ne doivent plus exister, bien sûr. Le problème, c'est que l'article n'en parle pas de cela, et je ne vais pas y revenir, mais elle parle des menaces sur la démocratie, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle fonctionne mal, et pratiquement elle ne fonctionne pas, la démocratie, dans nos pays occidentaux. Donc ça, effectivement, il faudrait mettre de la régularisation sur ça. Je vais terminer l'article, hein, avant de me livrer à d'autres réflexions, par les paroles de cette chercheuse de Harvard, Shoshana Zuboff. Non, excusez-moi, d'abord une autre citation de Niels ten Oever, qui dit « Internet est dominé par des entreprises américaines qui récupèrent tous les flux de données. C'est un pouvoir qu'elles tiennent à conserver naturellement. La répression chinoise nous terrifie. Et la façon dont nous caricaturons les Chinois frise le racisme impérialiste. Pourtant, le fait est que la gouvernance actuelle d'Internet ne marche pas, il y a de la place pour notre modèle. » C'est ce qu'on disait. Le risque, c'est que si nous ne parvenons pas à trouver une troisième voie, au modèle capable de rendre le pouvoir aux utilisateurs, d'accroître la démocratie et la transparence en ligne, alors là il y a peut-être une allusion effectivement au Deep Internet, hein, et de réduire les pouvoirs des grosses entreprises technologiques et des services de sécurité des gouvernements, donc finalement il est relativement complet là, alors de plus en plus de pays préféreront opter pour le modèle chinois, plutôt que de gérer les retombées de l'échec de celui de la Silicon Valley. Écrit Griffiths dans The Great Firewall of China. Voilà, donc j'ai un peu mélangé les deux citations, l'une de Niels ten Oever, qui s'arrêtait à il y a de la place pour notre modèle, et ensuite, bon, c'est le montage de l'article qui a été mal fait, et bien c'est Griffiths dans The Great Firewall of China, qui parle à partir de le risque si nous ne parvenons pas, etc., jusqu'à la Silicon Valley. Bon. La dernière citation que je vais vous faire, c'est celle donc de Shoshana Zuboff, la chercheuse d'Harvard, qui dit la chose suivante. Je crois que je ne vais pas arriver à retrouver sa citation. Si, c'est donc l'autrice de The Age of Surveillance Capitalism, l'ère du capitalisme de surveillance, non traduit en français. Elle est professeure de sciences politiques à l'université Harvard, qui se trouve à Boston. Ce qui nous différencie aujourd'hui de la Chine, c'est que l'opinion occidentale peut encore se mobiliser et avoir voix au chapitre. Il revient en grande partie aux législateurs de protéger la démocratie à l'ère de la surveillance, qu'elle soit dictée par les forces du marché
ou par un régime autoritaire. Le géant endormi de la démocratie recommence enfin à bouger. Les législateurs se réveillent, mais ils doivent sentir la pression de l'opinion. Nous avons besoin d'un web occidental qui ouvre sur un avenir numérique compatible avec la démocratie. C'est cela que nous devons nous attacher. C'est à cela que nous devons nous attacher dans la décennie à venir. Moi, je rajouterais aussi compatible avec l'écologie pour éviter la catastrophe de consommation d'énergie que Internet provoque. Voilà pour cet article de Madhumita Murja et Anna Gross, publié le 21 mars dans le Financial Times et dans le coin international du 16 au 22 avril 2020, numéro 1537. Je vous donne carrément les pages 34 à 37. Et comme je disais au début, coin international, achetez-le ou abonnez-vous en ligne, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses, il y a du débat. Alors par rapport à certains sujets, évidemment, ils n'en parlent pas, mais il y a moyen d'apporter des sources vraiment importantes, reconnues, qui ne peuvent pas être accusées de complotisme, et ça permet d'être vraiment dans ce combat et de gagner l'opinion publique majoritaire qui ne bouge pas, parce qu'elle attend des voix des experts, en fait, et donc il faut lui apporter ça plutôt que des trucs à l'emporte-pièce. C'est difficile. Souvent ça tourne un peu autour du pot, mais c'est important. Voilà, c'est important aussi d'en passer par là, parce que ça permet vraiment de toucher la raison de la population et de ne pas faire de saut dans l'argumentation. Pour finir, des réflexions personnelles. Si nous regardons les années 70, 80, 90, eh bien, il y avait des manifestations, des concerts, des gens qui se réunissaient par centaines de milliers, par millions parfois, dans la rue, et sans qu'il y ait Internet, alors que parfois des personnes même n'avaient pas le téléphone, et pourtant ils ont fait des révolutions, ils ont voté, ils ont renversé de façon pacifique des gouvernements. Tout ça, ça passait par le bouche à oreille, ça passait par des affiches dans la rue, par des tracts, par des journaux, par des gens qui en parlaient à leur famille, qui en parlaient à leurs proches, qui en parlaient à leurs prêtres, qui en parlaient à leur imam, à leur gourou, à leur yogi, etc. etc. Donc vraiment, j'incite les personnes à enregistrer les documents, à en faire des copies, à noter les références, à acheter des imprimantes, qui pourront être bloquées si elles sont sans fil sans doute, mais en tout cas, et tout ça vraiment pour la démocratie, pour vous, pour vos proches, pour vos enfants, parce que rien n'est encore joué, donc c'est très important. Et puis évidemment, il y a le vote dans la démocratie locale, quelque chose évidemment qui est dans la Constitution, et ça permet de s'organiser au niveau local de façon extrêmement directe. Pour montrer que la question de la 5G est vraiment en cours, cette citation que m'a envoyée une amie ce soir, de Stéphane Richard, le PDG d'Orange, qui dit dans Radio Classique le 7 janvier 2020 « On lancera notre offre 5G dès l'été, probablement juin ». Parce que des antennes sont en train d'être installées, je le répète, sans l'autorisation de la population ni des maires depuis le 27 mars, où a été votée une directive permettant de le faire à cause de l'état d'urgence sanitaire. Vous pouvez trouver ça sur le site du gouvernement. Alors, dans le confinement, il y a le but des élites, peut-être d'arrêter l'effondrement, de sauver la planète pour eux, bien évidemment, de contrôler un maximum de personnes, comme je le disais dans la première intervention, je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, j'ai reçu ça
tout à l'heure, hein, la fondation Gates dit « Nous aurons besoin de travailler ensemble pour vacciner 7 milliards de personnes ». C'est une dépêche de l'AFP signée Paul Hanley, sortie je crois bien aujourd'hui ou hier, 18 ou 19 avril. En anglais ça donne aussi Gates Foundation says we'll need to work together to vaccinate 7 billion people. The wealthy Bill and Melinda Gates Foundation called Wednesday for global cooperation to ready COVID-19 vaccines. Je traduis. La riche Bill et Melinda Gates Foundation a lancé un appel mercredi pour une coopération mondiale pour avoir des vaccins contre le Covid-19 prêts, voilà, le plus vite possible. Et il dit que, eh bien, on ne sortira pas du confinement si tous ces vaccins ne sont pas prêts et si les gens ne se sont pas fait vacciner. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est pas du complotisme, c'est une dépêche de l'AFP. Donc il faut renverser les questions. Il faut dire, alors, comment vous pouvez accuser l'AFP de complotisme? C'est les sources officielles, voilà. Et donc là, la personne en face de vous est sommée de répondre si elle est d'accord pour cette vaccination, ce qu'elle sait sur le dossier des vaccins, les faits précédents, l'inutilité du vaccin et le coût financier qu'était le Tamiflu pour la grippe H1N1, les effets secondaires du vaccin de l'hépatite B, etc., 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 parce que c'est un énorme dossier, hein, avec des choses extrêmement dangereuses qui peuvent s'ensuivre. Voilà, et en tout cas affaiblir la population pour une grippe qui, de l'avis des experts internationaux, hein, eh bien, ne fait pas plus de morts. Évidemment, elle mutera, donc ça rendra un vaccin impossible et ça obligera, entre guillemets, les États eh bien, à continuer à confiner tout le monde et à priver tout le monde de liberté avec un effondrement du niveau de vie des gens. Voilà. Alors bien sûr, il faut changer de modèle, il faut aller à 100% dans l'écologie, mais ce n'est pas en effondrant comme ça des populations qui iront dans la malbouffe et la sous-culture en les surveillant. Hein, quand on voit ceux qui préparent ça, c'est ceux qui ont détruit la terre et qui ont ruiné les démocraties un peu partout. Hein. C'est pas à eux qu'il faut faire confiance pour créer un nouveau monde heureux et démocratique et écologique. Sous prétexte de terrorisme, de surpopulation ou de virus, bien sûr que le terrorisme, ça doit s'arrêter, mais il faut aussi arrêter de décider à la place des peuples, il faut éduquer les gens, il faut qu'il y ait des représentants religieux qui sont dignes de ce nom. Hein. Et les virus eux-mêmes sont souvent le produit des excès, bien des choses complètement dingues que l'humanité fait subir aux animaux, à la nature, avec des frontières qui ont été franchies, des milieux naturels qui ont été envahis. D'autant plus que, je le rappelle et je terminerai par ça, il y a une forte possibilité que le Covid-19 se soit échappé dans le laboratoire de Wuhan. Je renvoie là encore à une source tout à fait officielle qui a fait les gros titres des journaux italiens. C'est l'émission Leonardo de décembre 2015 qui parlait d'un coronavirus en laboratoire cultivé sur la chauve-souris, tiré de la chauve-souris, et qui serait transmissible directement à l'humain sans passer par un autre animal tel que le rat. Voilà. Donc, et comme par hasard, c'est apparu là. Donc, équation, vaccin, 5G, nouvelle norme Internet en train d'apparaître entre septembre 2019 et février 2020 à Genève dans des institutions, tout ce qu'il y a de plus officiel avec le géant de l'Internet, de la téléphonie Huawei, dont on a commencé à voir apparaître des publicités un petit peu partout, hein, comme par hasard à ce moment-là. Et puis les endroits où il y a le plus de pics de coronavirus, Covid-19 évidemment, dans les régions où il y a la 5G, et où les Chinois, même dans le nord de l'Italie, ont proposé de venir aider à traiter les populations. Bon, voilà.
Bon, merci de votre attention et voilà, donc gardez une trace écrite de tout ça. Merci à vous.